السلام عليكم الزلفلاون. بون سوار. صحة فطوركم من بعد الفطور بيان سور اللي فيكم مازال ما لحقامش المغرب. Alors, rétro info de la semaine aujourd'hui, comme chaque samedi. Et nous avons choisi pour vous deux sujets parmi les plus marquants. Celui du sabordage du journal Liberté par son propre propriétaire et celui de l'atroce dégradation du pouvoir d'achat des Algériens. La fermeture de Liberté, quel que soit l'angle selon lequel on peut l'envisager, est très significative non pas seulement de la situation actuelle en Algérie, mais de tout le système qui a fait main basse sur ce pays depuis son indépendance. Oui, tellement significative. En ce sens qu'elle dévoile très clairement la jonction entre les forces de l'argent et le régime pour lesquels la presse n'est qu'un outil de propagande, juste bon à donner le change et à enfumer l'opinion publique. L'absence de réaction de la société civile pour cette très grave atteinte au peu qui reste du sens même de la presse, tout particulièrement le silence de la quasi-totalité des partis politiques dits d'opposition, montre bien combien la société est incarcérée et combien les pseudo-opposants officiels sont autant de relais dociles et bien huilés d'un système qui a verrouillé l'ensemble des mécanismes dits politiques. La dégradation du pouvoir d'achat, aussi brutale qu'elle est massive, est un tournant particulièrement alarmant de la situation dans ce pays où plus un seul secteur n'a été épargné par la grande dévastation, si ce n'est celui assuré et intouchable, bien sûr, de la rente de l'oligarchie qui continue de prospérer de plus belle. Un pays dont la classe moyenne représentait il y a quelques années seulement une tranche importante de la société et qui s'est réduite aujourd'hui en peau de chagrin. Même les classes moyennes supérieures trouvent aujourd'hui de la difficulté à faire face au douloureux quotidien. Des centaines de milliers de ménages sont tombés en précarité et bien souvent dans la misère. Le pays est devenu méconnaissable. L'heure est grave. Le franc social est en ébullition, pendant que les millions de laissés pour compte sont au bord de l'explosion sociale. Mais malgré cette très inquiétante situation qui aurait suscité de la part de n'importe quel autre pouvoir moyennement lucide une initiative de très large débat public, ce régime, le régime algérien, s'obstine dans sa fuite en avant et dans son déni d'une crise majeure, d'une crise jamais observée. Il persiste à chanter les louanges d'une chimérique Algérie nouvelle, née du génie du grand timonier Tebboune, qui n'a d'autre forme d'expression que le mensonge et l'instrumentalisation des institutions et de la force publique pour réprimer quiconque ose revendiquer un état de droit.
Algérie, rétro-info de la semaine. Et pour en parler, j'ai avec moi Hamid Lello depuis les États-Unis d'Amérique. Hamid Lello, président de l'organisation RISE. Et Athman Mazit, universitaire, analyste politique depuis Paris. Hamid Lello, merci d'être des nôtres. Merci pour l'invitation et Saha Aftorkom, Saha Ramadan Karim pour tout le monde. Merci. Tazada. Alors, Hamid Lello, d'abord sur le journal Liberté, qui a été sabordé par son propre propriétaire pour des raisons encore sombres, même si on les devine un peu quelque part, puisque ce journal ne rapporte plus ce qu'il rapportait, il ne rapporte plus que des ennuis, et donc c'est devenu un boulet. Il a été envoyé à la poubelle sans plus d'hésitation. Mais à travers cette décision de sabordage de ce journal, c'est toute la question de la presse qui se pose et dont j'aimerais bien que nous puissions en parler aujourd'hui. D'abord, que pensez-vous de cette fermeture du journal Liberté? Et ensuite, vous nous direz ce que vous pensez de l'état de la presse, si tant est qu'une presse existe en Algérie, une presse au sens vrai du terme. Dans les conditions normales, je dirais que c'est une décision choquante, d'autant plus, comme vous l'avez dit, c'est une décision du propriétaire du journal, même s'il a des raisons économiques, même s'il a des raisons politiques, puisqu'il ne peut plus supporter le fardeau, un double fardeau financier et politique, parce que c'est évident qu'il y a des pressions de la part des décideurs du pays. Il ne faut pas oublier que aussi Rabrab a toujours fait partie du système, il continue à faire partie du système, un système tentaculaire, et tous les acteurs au sein du système, des fois le vent tourne dans le bon sens pour eux et des fois il tourne dans le sens contraire. Et c'est le cas de Rabrab en ce moment, qui souffre de beaucoup de coups qu'il reçoit de la part de la partie opposée du système. Mais le plus choquant dans tout ça, mais ce n'est pas surprenant parce que ça se passe en Algérie, il pouvait aussi laisser faire, ne pas injecter de l'argent, mais ne pas non plus le fermer et laisser les journalistes qui, a priori, les journalistes de Liberté et d'autres opérateurs privés algériens avaient proposé de reprendre le journal. Alors pourquoi avoir pris cette décision unilatérale, une décision sans retour, et parce que la pression politique était beaucoup plus grande que la pression économique. Si ce n'était que la pression économique et que le journal n'était plus rentable, à ce moment-là, ça aurait été une aubaine pour lui de le vendre à un repreneur ou à un groupe de repreneurs, ou à la limite de le céder à un dinar symbolique, puisque c'est le cas maintenant. Il ferme complètement, donc il perd tout l'argent qu'il avait mis dedans. Donc, à mon avis, c'est une pression plus politique que financière. Et ça n'augure pas de jours meilleurs pour la presse algérienne et pour la liberté d'opinion et plus encore Hamid, pour la liberté d'entreprise en général. Hamid Lello, je me permets de vous interrompre pour vous passer quelque chose qui apporte de l'eau à votre moulin, ce que vous êtes en train de dire. Écoutez bien ce qu'a dit M. Tebboune au lendemain d'un article sur Liberté qui a été titré à la une. Les pénuries en Algérie, les étagères sont vides. Regardez la réaction de celui qui se dit le président de la République, qui réagit d'une façon quasi hystérique. On dirait qu'il allait avoir un coup de sang, à croire qu'il allait s'évanouir de colère et de rage. Regardez bien et écoutez bien, parce que ça apporte de l'eau à ce que vous êtes en train de dire. Regardez. اليوم نشوف جريدة وشفتوها أنتوما في الصفحة الأولى ألاوين لا حيا لا حشمة كأنهم ينتموا إلى شعب آخر وإلى دولة أخرى يوريك لي زيتاجير فارغين وقال
à qui profitent les pénuries. واش الجزائر وصلت لي زيتاجير فيت لا اله الا الله محمد رسول الله من كان في نعمه ولم يشكر خرج منها ولم يشعر. Et bien sûr, il a fini ça par une citation du Coran, comme ils disent. Hamid Lelou, je vous laisse poursuivre. Alors, et de l'autre côté, vous avez d'autres journaux comme L'Expression, et je lis, hein, et dire que le pays s'en est remarquablement sorti n'est pas une preuve de chauvinisme, mais une réalité qui ne peut être occultée par tout expert honnête ou institution financière, fût-elle internationale, sans mettre en cause leur crédibilité. C'est complètement à l'opposé. C'est-à-dire que tout va bien. Et en fait, en parlant puisqu'on est en train de parler de la presse et aussi on parle de l'économie, il ne faut pas oublier qu'on est de plein pied dans l'année du démarrage de l'économie nationale. Ça, c'était une promesse de Tebboune janvier 2022. On attend encore. Donc, pour revenir à la presse, de toute façon, même si Liberté était considérée un petit peu plus indépendante, plus libre que les autres, on savait depuis la libéralisation de l'information en Algérie, le post-1988, la plupart de la presse algérienne était plutôt une presse privée, presse financière, soutenue par, comme vous l'avez dit lors de votre présentation, par des oligarques, par des oligarchies. Donc, elles défendent des intérêts particuliers, des groupes particuliers qui font partie du sérail. Donc, ce n'est pas une surprise. Maintenant, pourquoi Liberté maintenant? Eh bien, ça, ce sont plutôt des indicateurs. Pour moi, je les prends comme indicateurs qu'il se passe quelque chose au sein du sérail et qu'on a envie un petit peu de faire du nettoyage parce que les outils qu'on a jadis utilisés pour l'intérêt du sérail, maintenant, ils dérangent. Et en l'occurrence, Liberté dérange. Donc maintenant, il faut s'en débarrasser. C'est le temps. Restez avec nous. Alors, Athman Mazit, merci d'être avec nous encore une fois. Sur Liberté, sur la presse en général, d'abord la question, est-ce que réellement nous pouvons dire qu'il y a un seul journal écrit, de la presse écrite en Algérie, qui soit réellement dans la vraie presse, qui informe, qui traite de tous les sujets sans tabou, sans pression, sans autocensure? Pardon, Athman Mazit, on n'entend pas, il y a un souci. Vous m'entendez là? Là, on vous entend. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Est-ce que vous pourriez recommencer dès le début? Oui. Tout d'abord, merci pour l'invitation, Jamel Din. Mes salutations à votre invité ainsi qu'à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices d'Algérie, de France et d'ailleurs. Sahar Ramzankoum à tous et à toutes. Pour répondre à votre question, on sait très bien qu'en Algérie, les journaux vivent de la subvention. Ils sont tous biberonnés à l'ANEP. Donc le critère économique qu'avance M. Arbrab pour justifier sa fermeture est un peu fallacieux. On sait très bien que ce n'est pas lui qui fait vivre... Non, il n'est pas tellement fallacieux, Athman Mazit, puisque quand on ne lui donne pas de pub, il est obligé de faire face avec sa propre trésorerie. Les salaires, il doit y aller de sa poche. Et M. Rabrab n'a pas ça, visiblement. Non, ben c'est pas uniquement une histoire. Donc le critère économique, il n'est pas unique. Il n'y a pas uniquement un critère économique. C'est ce que je voulais dire. Oui. Il n'y a pas uniquement le critère économique dans cette décision de fermeture. Moi, j'y vois plutôt, d'ailleurs, j'ai à lire son communiqué complètement creux de la langue de bois, dans lequel il nous annonce comme si c'était l'événement de l'année qu'il allait prendre sa retraite et qu'il souhaitait, voilà, un grand industriel, un grand homme, un homme... Voilà.
il fait l'impasse sur toutes ces relations, tous les monopoles qui ont été instaurés en Algérie et qui lui ont permis de faire une fortune exubérante du jour au lendemain. De simple comptable dans une entreprise, il s'est retrouvé à la tête de plusieurs milliards sans aucune Plusieurs explication. milliards en euros. En euros. Et rappelons qu'entre autres affaires, et c'est juste à titre d'information que je donne ce chiffre, rappelons que M. Rabrab avait le monopole du sucre. Vous imaginez un peu ce que c'est que d'avoir le monopole de la vente du sucre pour tout un pays? Il faut imaginer un peu, hein, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'Algérie. C'est monstrueux, voilà. Et tous ces monopoles-là se sont faits à l'ombre des généraux. Donc, il n'y a aucun homme qui a fait une fortune de cette envergure ou d'autres, voilà, ils n'ont rien produit, ils n'ont rien inventé. Ils se sont accaparés, ils ont été à la tête de monopoles pendant des décennies, protégés par des généraux à qui ils versaient des pourcentages ou voilà, avec lesquels certains ont servi de prête-nom à des généraux. Voilà le système économique. Monsieur Rabrab, dans un système économique sain, normal, n'aurait jamais acquis cette fortune sans un monopole sur le sucre, l'huile, etc. et d'autres produits. D'autres marchés qui lui ont été ouverts avec de grands portails et fermés pour d'autres. Parce que le sucre, il n'était pas... Certains marchés sensibles des matières premières en Algérie ne sont ouverts qu'à une clientèle particulière associée à des généraux. Voilà la situation du système économique. Monsieur Rabrab, s'il ferme le journal, oui, son journal, il n'a pas voulu le céder. Il n'a pas voulu le céder. Il aurait pu faire un geste, le céder au collectif des journalistes, par exemple, pour un dinar symbolique, puisque de toute façon, il ne l'a pas vendu. Mais il a préféré le saborder. Moi, je résumerai l'affaire. Ce journal, alors, on a beaucoup de griefs contre lui. Sa ligne éditoriale qu'on peut critiquer, certaines de ses positions, par exemple sur le Hirak, le manque d'engagement de ses journalistes, etc. Tout ça, on peut le critiquer. Les journalistes, ce journal, tout autant que d'autres, sans donner un blanc-seing à d'autres journaux. Mais nous sommes, en tant que militants du Hirak, nous, on a vocation, on espère le mieux, on espère des améliorations. On espère que ceux qui sont actuellement dans l'erreur se ressaisissent et reprennent le droit chemin et se remettent dans le droit chemin et se mettent qu'on aille tous dans le même sens. Voilà notre objectif. Donc, liberté, oui, elle était critiquable et il y avait beaucoup de choses à refaire, mais il avait, pour ce monsieur Rabrab qui n'est qu'un parvenu, et c'est la colère d'un parvenu, c'est la toute-puissance d'un parvenu, c'est effacer le nom de la liberté. C'est effacer un nom, ne plus avoir effacé les concepts, faire disparaître les mots, faire disparaître les concepts, faire disparaître la pensée. C'est ça, monsieur Rabrab a voulu éteindre tous les espoirs de liberté de l'Algérie, en effaçant, en tuant ce journal, en refusant de le remettre à un collectif de journalistes. Mais remettez-le à un collectif de journalistes. Mais à travers la décision de Rabrab, en fait, c'est la logique de tout un système. On a très certainement, on aurait pu continuer à soutenir à bout de bras Liberté comme on l'a toujours fait, mais on lui a signifié que non seulement il n'aura plus de pub, et lui, comme c'est un comptable, c'est un milliardaire, et il ne voit que son intérêt. Et de l'autre côté, le système lui a signifié très certainement qu'il souhaitait voir ce journal disparaître totalement. Vous savez, avec la mégalomanie qui semble s'être emparée de M. Tebboune, rien n'est impossible, à vrai dire. Mais avec cette argumentation, vous accordez des circonstances atténuantes à M. Rabrab. Non, du tout. Je dis qu'ils sont du même système. Ils sont l'un comme l'autre. Ils sont dans la même logique. Ils se tiennent la main, voilà. Oui, Alors, jamais il aurait été dans le sens, dans les intérêts, en opposition aux intérêts de ce système. Jamais de la vie. Il ne peut pas. Il ne le peut pas. Ils se tiennent l'un l'autre par la barbichette. Il est le produit du système. Très lourd.
Donc factuellement, c'est ce que des individus comme M. Arbrab et d'autres envergures. D'ailleurs, Monsieur, comment il s'appelle, l'illettré trilingue, l'analphabète trilingue, Monsieur Haddad, Oui. voilà, qui pareil. Voilà, du jour au lendemain, un individu comme M. Haddad s'est retrouvé à la tête de milliardaires. Il est milliardaire, Et multimilliardaire. il était patron de presse lui aussi. Oui, il était milliardaire. Donc la seule différence entre M. Haddad, sur lequel M. Arbrab semblerait un petit peu le prendre de haut, c'est simplement que M. Haddad a commencé sa carrière économique après M. Arbrab. S'ils avaient commencé en même temps, peut-être qu'ils seraient au même niveau d'importance en Algérie. Et il y a le fait qu'ils n'ont pas le même ancrage. L'ancrage de Haddad, c'était les Bouteflika. L'ancrage de M. Arbrab, c'était plutôt le DRS et les généraux. Ce n'est pas la même chose du tout. Mais restez avec nous, nous allons passer au second volet de l'émission. Donc, dégradation du pouvoir économique, dégradation du pouvoir d'achat, des millions de foyers qui basculent dans la misère, du moins dans la précarité, des pénuries à ne plus en finir, n'en déplaise à M. Tebboune, une flambée des prix jamais vue. Nous avons vu par exemple une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, j'espère qu'on va pouvoir nous la trouver, où une crevette, le marchand qui vend les poissons, a pesé une crevette, elle coûte 40 000, 400 dinars, le prix de 4 kilos de pommes de terre. Une crevette, hein, pour vous dire, un ordre d'idée. La viande et le poisson, des millions d'Algériens en ont perdu le goût. Les médicaments, pareil, malgré la sécurité sociale et la médecine soi-disant gratuite. Les examens médicaux comme le scanner, l'IRM, les analyses de laboratoire sont devenus inaccessibles pour les Algériens. Les soins aussi. Certains qui ont des maladies tant soit peu difficiles vendent les bijoux de famille. Certains vendent leur propre maison pour aller se soigner en Tunisie. Hein, en Tunisie, ils vont se soigner là-bas. Et je passe sur le reste parce qu'il me faudrait des heures. Les retraités qui ont travaillé toute leur vie ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Ils ne parviennent même pas à sauvegarder leur dignité, à nourrir leur famille, à finir leurs vieux jours dans la sérénité et la quiétude. Ce n'est plus possible. Des gens vont maintenant demander l'aumône à la porte des restaurants, dans la rue, des gens qui ont travaillé toute leur vie. Des chômeurs se comptent par centaines de milliers, on parle même de millions. Et je passe sur tout le reste. Hamid Lelou. Plus je vous écoute dire tous les chiffres et énumérer toute cette situation de l'économie algérienne, ça me renvoie à la déclaration de Tebboune. Ce sont les signes avant-coureurs du décollage de l'économie nationale. Et il a promis ça au mois de janvier. Il a promis plusieurs choses. Oui, et voilà le résultat. 2022, année de la relance économique, de la même façon qu'il a affirmé que 2021 était l'année de l'institutionnalisation du pays. Ça veut dire voilà, le Parlement, voilà. le président et les autres, les APC. Voilà. Vous savez, c'est difficile. On essaye tant bien que mal d'analyser la situation économique d'un pays où l'économie informelle représente plus de 50%. C'est difficile de chiffrer cette économie. Certains disent jusqu'à 60-65% de l'économie nationale est informelle. Et un jour, j'étais en train de travailler sur un sujet comme ça et je suis tombé sur une vidéo choquante de l'agence de presse il y a à peu près une dizaine d'années. Un peu plus. C'était après l'arrivée de Bouteflika. C'était Bouteflika qui, comme on le sait, il s'adressait qu'à la presse étrangère. Il avait fait une déclaration fracassante et choquante. Et il a dit que je suis prêt à donner, et vous pouvez le retrouver, je vous enverrai le lien si vous voulez. Il a dit je suis prêt à donner des garanties internationales pour
voir l'argent, même illicite, rentrer en Algérie si ce même argent pouvait aider à la relance économique, à la création d'emplois. Ça, c'est quand même gravissime. Ça, c'est une déclaration d'un président d'État, soi-disant. Ajoutez à cela une économie qui est informelle. Ajoutez à cela une économie qui est basée à 90% sur les revenus en hydrocarbures. Quand vous parlez de l'argent illicite, ça veut dire que c'est de l'argent sale. Ça veut dire que vous ne connaissez pas la provenance. Et même après cela, il y a quelques années, vous savez, ils ont fait cette grande campagne pour institutionnaliser l'argent informel. Ils ont même donné des garanties bancaires à tous les Algériens détenteurs du cash, Une que ce soit à l'étranger. une amnistie fiscale, quasiment pour tout l'argent qui sera déposé Plus dans que les ça, banques. plus que l'amnistie fiscale, c'était de prendre l'argent informel, le cash qu'ils avaient chez eux, de le déposer en banque, d'ouvrir un compte Sans demander de qu'on leur justification demande sur la provenance de cet des argent. fonds. C'est la provenance de cet argent. Je ne dis pas que l'économie informelle, c'est une économie sale, loin de ça. L'économie informelle peut être une économie propre. L'économie informelle, Comment c'est quoi la peut-elle définition? C'est être... que les gens ne payent, comment, ne payent pas de comment taxes. Hamid Lello peut-elle être une économie propre quand elle ne paye pas d'impôts? Quand je dis que propre, c'est-à-dire que ce n'est pas malhonnête. Les gens, ce ne pas pas des payer voleurs, ils d'impôts travaillent, mais ils ne dans font un pas système confiance au système démocratique, et ils c'est ne payent pas leurs taxes. Ne pas payer d'impôts dans un système démocratique fondé sur la solidarité citoyenne et sur la solidarité financière de tous les acteurs financiers, c'est de la malhonnêteté. C'est pire que la malhonnêteté. C'est un crime économique. Oui, c'est des malhonnêtetés, mais c'est pas comme l'argent de la drogue, c'est pas comme l'argent du trafic et tout ça. Bon, D'accord. Okay. Peut-être le débat n'est pas là, mais la question c'est que ce système était prêt à ouvrir les banques aux Algériens détenteurs de ce cash informel sans leur demander la provenance de cet argent. C'est pour vous dire que quand vous construisez une économie basée sur l'informel et tous ces éléments que je viens de citer, c'est très, très, très difficile de trouver des solutions. Les problèmes, on les connaît. Oui, mais Hamid Lello, sur la situation, si vous permettez, sur la situation des citoyens qui sont en difficulté extrême, qui sont en détresse, j'allais dire, qui n'arrivent plus à nourrir convenablement leur famille, qui en sont arrivés à emprunter, à vendre leurs bijoux de famille, à dilapider les économies de toute une vie. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Parce que ça devient gravissime, ça devient tragique. Eh ben, je ne sais pas pendant combien de temps cette situation sera soutenable. Je parle à beaucoup d'Algériens. Je parle à beaucoup d'Algériens, mes compatriotes, bien sûr, et la situation devient de plus en plus difficile. Quand est-ce que ça va éclater? J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais c'est les mêmes problèmes, les problèmes, d'autant plus que les problèmes sont récurrents. Ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier, ça date de l'époque de Bouteflika, ça date de l'époque même de Chadli. Le rationnement, le contrôle des prix, les taxes surélevées. Qu'est-ce que vous pouvez espérer d'un gouvernement qui, en plein tourmente, en plein, comment dirais-je, tempête du Covid, ils annoncent des augmentations de taxes, alors que dans les pays qui se respectent, au contraire, pendant ce temps-là, c'est le gouvernement qui met la main à la poche pour aider le citoyen. Ils injectent de l'argent pour relancer l'économie. Et bien sûr, quelques jours plus tard, ils se sont rendus compte, oh mais ça c'est stupide et on ne peut pas faire ça. Ils ont suspendu les augmentations de taxes. C'est le même système qui a créé les problèmes, qui vient nous proposer soi-disant des solutions. Et les solutions,
pour moi, c'est un petit peu creuser leur trou davantage. Ils creusent leur trou davantage. Très bien. Alors, les solutions qu'ils proposent, ils utilisent un vocabulaire un petit peu, comment dirais-je, sophistiqué. On n'a pas de dette extérieure, mais on augmente la dette intérieure. Alors, la dette publique intérieure et la dette publique extérieure, même si vous annulez la dette extérieure, pour le moment, ils ont été capables de la réduire à 1%, selon certains chiffres, à 1% du PIB. Mais la dette intérieure, elle est montée à presque 50% du PIB. C'est énorme. Et la dette intérieure, c'est-à-dire que c'est l'État qui s'endette pour faire ses propres services, soit pour son budget. Et d'ailleurs, dans son budget, ils ont fait une erreur monumentale pour le budget année 2022-2023 qui était basé sur l'augmentation des taxes. Et maintenant, cette taxe a été complètement suspendue. Et maintenant, alors, ce déficit, donc, qui va créer le déficit, donc, comment ils vont payer le déficit? Donc, ils vont recourir à d'autres dettes. Alors, je pense qu'il y a aussi des mécanismes qui existent pour la dette extérieure, c'est-à-dire internationale, entre autres avec les Chinois. Les choses qu'ils ne disent pas, il y a un déni, c'est qu'il y a une dette chinoise qui ne dit pas son nom. Très bien. Alors, comment Restez ça se avec passe? nous, Hamid Lello. Je reviens à Athman Mazit sur cette grave situation, ces pénuries, de très grosses pénuries, hein, même si M. Tebboune n'aime pas beaucoup ce mot, mais pas seulement, une flambée des prix à peine imaginable, des familles entières qui basculent dans la misère, du moins dans la précarité, dans la difficulté, des retraités, des handicapés mentaux, des chômeurs qui se comptent par centaines de milliers, qui n'arrivent plus à se nourrir convenablement. Qu'est-ce qui se passe, Athman Mazit, et où est-ce que tout cela pourrait nous mener? Pardon, Athman Mazit, on ne vous entend pas. Il y a un souci. Est-ce que vous pourriez... C'est chez vous, je pense. Voilà, là, maintenant, vous entend. Est-ce que vous pourriez repartir du début de ce que vous disiez? Je disais que ça n'augure rien de bon. Ce qui se passe en Algérie, ces augmentations de prix, ces matières, ces produits de première nécessité introuvables pour lesquels il faut les pères de famille, des femmes, des enfants font des heures et des heures de queue un peu partout à travers le pays. Ce qu'il faut savoir, c'est la situation, le cynisme de ce pouvoir qui est vraiment inqualifiable. L'Algérie est en danger avec ce système. Elle est en danger parce que sa cohésion, son unité est en danger par ce pouvoir. Son armée est en danger par les généraux qui la tiennent. Il faut savoir qu'en Algérie, par exemple, là, on a vu des vidéos sur les réseaux sociaux, des vidéos de queues interminables, etc. Il faut savoir que dans certaines régions, à certains moments, les produits sont disponibles. Il y a des disponibilités. Donc l'État fait l'effort quand il voit que la température monte trop haut dans certaines régions, il fait l'effort de faire un appoint ponctuel à un moment pour calmer, faire baisser la tension au détriment de certaines autres régions. Donc ces autres régions où on va dire, on leur fait porter le poids de carences, de vraiment des souffrances abominables, ces gens-là, quand ils apprennent que dans d'autres régions, il y a des produits qui sont disponibles, ils ne sont pas disponibles tout le temps. Il faut bien savoir que tous les Algériens sont logés à la même enseigne. C'est juste une histoire. Ce pouvoir, ce système n'est là que pour gérer des rapports de force. Quand à certains endroits, le rapport de force, il constate qu'il est en cette défaveur, il recule. Et quand il a la possibilité d'opprimer la population, il l'opprime. Est-ce que c'est ça qui explique que certaines régions qui passent pour être plus contestateurs que d'autres bénéficient d'un meilleur approvisionnement sur certains produits? Est-ce que c'est cela que vous êtes en train de nous dire d'une certaine manière? C'est ponctuel. C'est toujours la gestion à la petite semaine. Parce que ce pouvoir n'a aucune vision à long terme. Il est dans le bricolage permanent, dans le rattrapage quotidien.
tous les jours, il fait des ajustements. Et ça, ce n'est pas une politique. Aucun pays ne tient comme ça. Aucun pays ne tient une destination, ne peut envisager un avenir en gérant le pays au quotidien, à la petite semaine. Et je bricole telle région, là ça chauffe, parce qu'ils n'ont que ça. C'est tout ce qu'ils ont. Ils n'ont que la répression. La répression, la manipulation, le mensonge, les tentatives de division pour dire que voilà, telle région, si vous n'avez pas ça, c'est parce que dans telle région, ils sont en train de le dispenser, ils sont en train de le gaspiller, voilà, etc., etc. Mais il faut savoir que tous les Algériens sont logés à la même enseigne. Donc c'est vraiment des gestions région par région, ville par ville, wilaya par wilaya, et c'est comme ça dans toute l'Algérie. Personne n'est... Nous courons un danger. L'Algérie est en danger avec ce pouvoir. Donc la seule solution pour trouver que l'Algérie peut espérer, c'est le retour au Hirak. Seul le Hirak, il va imposer partout, national, sur tout le territoire national, inverser le rapport de force et faire changer de peur. Que la peur change de camp. Parce que ce ne sont que des froussards. Ils n'ont aucun courage. Le seul courage qu'ils ont, on l'a vu, M. Tebboune, devant même pas son homologue, un ministre, le secrétaire d'État aux affaires étrangères américain, comment il s'est étalé à plat ventre devant lui. Voilà le courage de nos responsables en Algérie. Ils ont le seul courage qu'ils ont, c'est de frapper quelqu'un qui est menotté. Voilà les hommes, voilà les services de renseignement que nous avons. Les services de renseignement que nous avons, ce sont des gens qui sont capables de faire des opérations la nuit, kidnapper des enfants, des femmes, des hommes, les emmener, les torturer, menotter. Voilà leur courage, voilà la seule capacité qu'ils ont. Et nous devons, nous, les citoyens, nous mobiliser, nous rassembler pour inverser le rapport de force et leur retirer le pouvoir. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est le pouvoir de nuisance. Ils n'ont qu'un pouvoir de nuisance. Ils sont incapables de trouver une solution parce que ce sont eux le problème. Voilà tout ce qu'il y a à dire. Restez avec nous. Retour au Hirak, partout, pour qu'aucune population ne soit opprimée, ne soit écrasée, parce que les autres, si une région se soulève et que les autres régions se taisent, ils vont subir l'oppression, ils vont se faire écraser. Le retour sur tout le territoire national, c'est la seule solution pour sortir le pays de l'impasse avec tous les problèmes de conjoncture internationale, la guerre en Ukraine, les problèmes avec l'URSS, la Russie et les États-Unis, la Chine qui commence à changer de position, qui a des difficultés à se positionner avec l'URSS ou contre l'URSS parce qu'elle a des marchés occidentaux qu'elle veut conserver. Et nous ne devons pas être la variable d'ajustement du système mondialiste. Le peuple doit se réveiller, veiller à l'unité. Attention à toutes les manœuvres. Nous ne voulons pas d'intervention, nous ne voulons pas des Américains chez nous, nous ne voulons pas des Français, nous n'avons besoin de personne pour régler nos problèmes. Voilà, ceux qui pensent qu'on a besoin de gens de l'extérieur pour régler nos problèmes, nous n'avons même pas besoin d'eux. Même l'Algérie, les Algériens qui sont en Algérie n'ont même pas besoin de nous. Ils sont capables de régler leurs problèmes par eux-mêmes. Nous sommes là uniquement pour les soutenir, les encourager et les aider dans la mesure du possible. Vous n'avez pas besoin de nous qui sommes à l'étranger. Vous êtes capables, vous êtes en mesure de régler les problèmes de l'Algérie par vous-même. Nous sommes là avec vous et ça nous fait mal au cœur de voir cette situation. Mais les Algériens en Algérie n'ont besoin de personne. Restez avec nous, Adman. Restez avec nous, Adman Mazit. Nous allons regarder encore des images de ce qui se passe dans ce malheureux pays. Et puis nous ferons le dernier tour de micro. Regardez. الزوالي منجح الزوالي الناس راهي بلا خدمه هكذا ولا لا ويا حليل دوك الزوالي لما يصد لللبسه ولا يصد للماكله ولا لما يروح يصد للحار الحار يدير باك 12000 لما يروح يصد للحم اللحم راه يدير 130 135 150 هذا الشيء نهضروا على اللي راه خدام واللي ما راهش خدام به راح يقاوم
يتسمع لمن راها عليا وعليك، واللي لاباس به ما نهضرش عليه هذاك راهو لاباس به، باسكو علاش هذاك كي يدخل للمارشي هذاك ما يدخلش، يدولو واحد زوالي تلقاه مسكين يجري مورط الزيتون ولا يجري على مورصو دجاج ولا باش يديه يفطر به، وكاين اللي ما عندوش. المعيشه غلات، ماشي غلات من الزوالي، غلات من الخدمه اللي ما كان. Encore des images. Une crevette qui coûte plus de 400 dinars. Une crevette. La crevette, c'est l'équivalent de la moitié de la journée d'un smicard. Quelqu'un qui est payé au SMIC, cette crevette, elle coûte 4 heures de travail. Alors, elle n'est pas encore prête. Vous imaginez bien. Je vais donner un ordre d'idée. En France ou en Espagne, la crevette coûte à peu près en moyenne entre 8 et 10 euros. Bonne crevette, hein, 8 et 10 euros le kilo. Le SMIC est de 1200 euros. Regardez ce qu'un SMIC peut rapporter de kilos de crevettes, hein, si tant est qu'il investit tout son SMIC dans la crevette. En Algérie, le SMIC est quelque chose comme 1800 ou 2000, ou 18 000 ou 20 000 dinars. Et la crevette coûte 8 000 dinars. Ça veut dire avec son salaire, il ne peut avoir que 2,5 kg de crevettes. Pour vous dire un ordre d'idée, regardez. مثلا غنوزنوا هاد الحبه شحال تسوى؟ هاهي 40000 دراهم 4 كيلو بطاطا. هاهي حبه 40000. بسم الله كيما هادي الحكايه. Hamid Lello, dernier tour de micro. Vous avez à peu près 2 minutes, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a besoin de manger la crevette? Non, mais c'est à titre indicatif. Oui, non, mais mais par aussi, contre, on a moi, besoin, par exemple, de manger de la viande. La viande, je peux faire le même raisonnement avec la viande. Oui, c'est vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien de critiquer. Je critique le gouvernement ou le système, je préfère l'appeler système, mais aussi peut-être que le peuple a un petit peu sa part de responsabilité. Ça prend une discipline, ça prend une certaine façon de vivre, de voir les choses. Même ici, regarde, moi je suis aux États-Unis, je peux me permettre certaines choses, mais je ne vais pas dans l'extravagance. Le ramadan, je mange normal comme le reste de l'année. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit de spécial à part les petites bricoles orientales. Ceci dit, l'économie, elle va très mal. Les solutions, elles sont ni économiques ni financières. On le sait depuis longtemps. C'est des solutions politiques. Je suis tout à fait d'accord avec votre invité. Il faut qu'il y ait un changement politique radical parce que l'économie et la sécurité d'ailleurs, les deux, hein, et l'économie et la sécurité sont, sont étroitement liées à la confiance qu'il y a entre le gouvernant et le gouverné. S'il n'y a pas cette confiance, même quand le gouvernement essaye d'inonder le marché avec, par exemple, de la pomme de terre qu'ils ont stocké, tout ça, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la confiance et ceux qui arrivent à acquérir cette quantité, ils vont la stocker, ils vont la détourner. Et quand il y a cette méfiance mutuelle entre le peuple et le système, quoi qu'il fasse, ce système, quoi qu'il fasse, il ne trouvera jamais de solution. Et comme tout le monde dit, le problème, à l'origine, c'est le système lui-même. Donc la solution, elle est plus politique qu'autre chose. On a perdu beaucoup de temps. Imaginez si depuis 2019, vraiment, on s'était assis autour d'une table
et on est discuté, on est parlé d'une transition, d'un changement même graduel, on aurait gagné beaucoup de temps, on aurait épargné beaucoup de vies, beaucoup de souffrances. Et comme vous l'avez dit, la classe moyenne, et s'il n'y a pas de classe moyenne, il n'y a pas de politique. Hein. On ne peut pas faire de démocratie sans classe moyenne. Et comme vous l'avez aussi dit, la classe moyenne disparaît et le fossé entre ceux qui sont en haut, c'est-à-dire le 1%, et les 99% qui sont vers le bas, entre les deux, il n'y a rien du tout. Et ça va complètement déstabiliser le pays. Et moi, je pense que tout ceci n'augure rien de bon. Merci. N'augure rien de bon. La fin de l'année n'est pas encore terminée. Après la reprise, après le Ramadan, Dieu sait ce qui va se passer. Inch'Allah khair. Inch'Allah. Athman Mazid, vous avez le mot de la fin, si vous le pouvez, en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Merci, Jamel. Moi, je suis vraiment dépité, désolé de voir la situation dans laquelle ça me fait mal au cœur et en plus impuissant, de me sentir impuissant à changer quoi que ce soit autrement que par la révolte. Mais déjà se révolter, déjà dénoncer, dire non, nous n'acceptons pas ça. Je n'accepte pas cette situation. Moi, j'ai vu dernièrement des gens qui faisaient des commentaires, oui, il faudrait, c'est pas la peine. Et je ne suis pas dans la situation où moi, je peux me permettre de réfléchir, d'avoir le luxe de ce que je vais manger, alors que mes concitoyens, mes compatriotes en Algérie, je ne parle pas de concitoyens, mais le concitoyen, c'est un citoyen et il n'y a pas de citoyenneté en Algérie. C'est un compatriote. Voilà, il faut supprimer ce mot concitoyen tant que nous n'aurons pas dégagé ces pseudo-responsables qui sont des malfaisants. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est le pouvoir de nuisance. Et nous appelons, alors pour fermer cette parenthèse sur l'Algérie, nous appelons, il y a une marche demain à Paris, de Place de la République jusqu'à Nation, pour la commémoration des événements du 20 avril 1980, où il y a eu une répression féroce en Kabylie, qui a des morts, des blessés, des emprisonnements tout à fait extrajudiciaires, des morts, des viols de jeunes filles dans les universités, etc. Et tous ces gens-là n'ont pas rendu de compte. Nous demandons la commémoration de cet événement demain à Paris, Place de la République, à 13h, jusqu'à Place de la Nation, pour rappeler à ce pouvoir illégitime, à ce pouvoir criminel, qu'il doit partir, que l'avenir de l'Algérie se fera sans eux, qu'ils sont un problème pour l'Algérie et que si nous voulons sauver l'Algérie, nous devons, tout le peuple algérien, partout, d'est en ouest, du sud au nord, doit se relever la tête. Et s'il relève la tête, je suis sûr et certain qu'il n'y aura pas assez d'avions à Boufarik pour les emmener tous et que la situation qu'on a vue en Afghanistan avec les gens qui s'accrochaient aux avions, eh ben, nous verrons des colonels, des capitaines, des généraux s'accrocher au train d'atterrissage des avions à Boufarik pour partir parce qu'il n'y aura pas d'avion pour qu'ils partent tous. Voilà ce qu'il faut faire. Athman Mazid, merci beaucoup. Hamid Lello, merci beaucoup. Sahaf Tourkoum à tous les deux. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Sahaf Tourkoum, slama.